Exactement. 75 ans, toujours jeune. Bonsoir. Décliner le bilan sportif de Radio-Canada, c'est feuilleter parmi les plus intenses et les plus émouvantes pages de notre histoire. En 75 ans, les Canadiens ont assisté à des tournois de quilles, à des galas de lutte, comme à d'épiques conquêtes de la Coupe Stanley. Par la verve et la passion des commentateurs, je pense à René Lecavalier, à Richard Garneau, les amateurs ont ressenti l'euphorie de la victoire et l'amertume d'une défaite crève-cœur. Ils ont élevé des athlètes au rang de demi-dieux, rien de moins. Ils ont vibré tant pour les espoirs que pour les médaillés olympiques. Par la force de ses descriptions et de ses images, Radio-Canada a pris et donné le goût du dépassement de soi. De quoi demeurer à 75 ans, jeune et en forme. Nous sommes en 1952. Cela fait un peu plus d'un mois que la télévision a fait son apparition dans le foyer des Canadiens. Ce samedi soir, le 11 octobre, c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle manière de voir le sport. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On assiste ce soir au Forum de Montréal à l'une de ces luttes typiques entre Détroit et Canadiens. Pour la première fois, plus besoin de se déplacer pour soutenir son club favori. La soirée du hockey s'installe sur les ondes. Les amateurs de sport peuvent rester installés sur leur divan. Eh bien, ça y est. Voici la mise au jeu. Howe est le premier à toucher à la rondelle. Mais moi, j'avais comme principe, pour placer mes caméras de télévision, d'offrir aux téléspectateurs le meilleur siège dans l'amphithéâtre. La soirée du hockey. Avec la grand-messe du samedi soir, le hockey accède presque au statut de religion. Une religion qui est alors monothéiste, il n'y a qu'un seul Dieu. Les faits et gestes du Rocket sont suivis de près par une équipe technique. Mais les caméras de Radio-Canada ne filment pas seulement ce qui se passe à l'intérieur du forum. Une bombe de fabrication domestique explosa sur la glace et déclencha le triste spectacle qui devait suivre. Tout est parti d'une punition. Un coup donné à un juge de ligne, suivi d'une exclusion décidée par le commissaire de la LNH, Clarence Campbell. Il faudra des années de recul encore pour saisir les véritables dimensions de ce tragique soir de mars. Au-delà de Maurice Richard, c'est le Canada français qui se sent puni. Certains verront même dans cette émeute le prélude à la Révolution tranquille. Les gradins du Forum de Montréal ne désemplissent plus. La fièvre du hockey du samedi soir prend de l'ampleur et la télévision participe à cette contagion. Si Jean Béliveau comptait un but, on ne peut pas lui demander de le compter à nouveau. Là. Lui, c'est fait, c'est fini, hein? Ça fait que ça, au début, c'était d'essayer de rapporter le plus fidèlement possible ce qui se passait à l'écran. Et après ça, la technique est venue un petit peu à nous aider beaucoup. On a eu les ralentis, puis après ça, on a eu plus de caméras à l'écran. On a eu, après ça, on a eu les isolés qui faisaient qu'on pouvait isoler certains joueurs. Mais pendant 16 ans, jusqu'en 1968, Radio-Canada ne diffusera pas les matchs en intégralité. On craignait alors de faire fuir ceux qui payent leur place dans les tribunes. En fait, c'est tout le contraire qui se produit, avec, en prime, un gain de notoriété immense pour les joueurs. Et le hockey devient une religion polythéiste qui a vu de nombreux dieux défiler jusqu'à aujourd'hui. Mais les joueurs canadiens ne sont pas les seules vedettes que la télévision révèle au grand public. Voici celui qui a révolutionné le hockey, qui lui a donné ses lettres de noblesse, son nouveau vocabulaire. René Lecavalier aux commandes de la soirée du hockey, cela ne tient pas au hasard. Il officiait déjà à la radio. La partie Détroit canadien vient de prendre fin. Une joute passionnante, dure, et pour l'athlète et pour le fervent. Pendant 33 ans, il sera la voix de toutes les soirées du hockey, de tous les grands rendez-vous. En direct du Forum de Montréal, la soirée du hockey vous présente le match tant attendu qui oppose pour la première fois les Nordiques de Québec aux Canadiens de Montréal. Il y a eu les luttes fratricides Montréal-Québec, la série du siècle avec cette victoire sur le fil. Ce que chacun retient de René Lecavalier, c'est son maniement de la langue, ses trouvailles linguistiques pour décrire au mieux tout en transmettant de l'émotion.
C'est du hockey des joutes de fin de saison. La foule a été tenue sur le qui-vive depuis le tout début. Les esprits sont échauffés, les bâtons élevés. On a tous hérité ça de René Lecavalier. C'est lui qui a créé le vocabulaire. C'est lui qui je pense, a créé ce métier-là de descripteur en français. On l'a tous écouté. On l'a tous un peu imité son travail, sans imiter sa voix ni rien, mais imiter son travail, et puis tout en y apportant quelque chose de personnel. René était un bonhomme qui ne donnait pas beaucoup de conseils. Il m'en a donné un seul. Ne perds jamais ta faculté de t'émerveiller. Derrière les annonceurs célèbres, les analystes hors pair, c'est toute une logistique qui s'est mise en place pour chaque match pendant plus de 50 ans avant de finalement raccrocher les patins. Depuis 5 ans, l'histoire du hockey ne s'écrit plus à Radio-Canada. Nos caméras auront tout de même été les témoins d'innombrables instants mythiques. Le hockey n'est pas le seul sport à avoir fait sa place à l'antenne de Radio-Canada. Il y a aussi, de Rome à Athènes, une boucle olympique qui passe par les 4 coins du monde. Une flamme qui brûle aujourd'hui tous les 2 ans, une flamme qui anime le diffuseur public depuis sa naissance. Voici quelques-uns des meilleurs souvenirs. Couvrir des Jeux Olympiques pour un journaliste sportif reste une expérience inoubliable. Impossible de perdre le compte de ces événements où la magie du sport est à son comble pendant une quinzaine de jours. D'ailleurs, il suffit de poser la question à la figure emblématique des Jeux. Richard Garneau sait-il exactement à combien de JO il a participé? Ah oui, je sais. Évidemment que je le sais combien de Jeux j'ai couverts. J'en ai couvert 22. Hiver et été, évidemment. Le 10e jour des Jeux Olympiques. La flamme est rallumée. Richard Garneau, celui qui a accompagné tant de records et de performances, est paré pour nous les faire revivre. Mais avant cela, avant de replonger dans les archives télévisuelles depuis 1960, faisons un détour par Oslo, 1952. Au hockey, l'équipe canadienne, les Mercury d'Edmonton, remporte le tournoi. Le Canada ne touchera plus alors avant un demi-siècle. Cette même année, les Jeux d'été se déroulent aussi en Scandinavie et un sportif hors du commun fait parler de lui. Emil Zatopek, qui était tchèque et qui a gagné, ça s'est jamais reproduit par la suite, qui a gagné le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon aux Jeux olympiques d'Helsinki. C'est un peu lui qui m'a inspiré à choisir ce métier-là ou cette discipline-là par la suite. Les athlètes feront leur premier tour de piste à l'écran en 1960, en Californie. C'est l'hiver à Squaw Valley. À ce moment-là, l'équipe du service des sports est plutôt réduite. On y compte seulement 3 annonceurs, René Lecavalier, Jean-Maurice Bailly et Richard Garneau. Et les moyens qu'ils ont à leur disposition pour commenter les Jeux sont eux aussi plutôt réduits. L'été suivant, c'est au tour de Rome d'organiser les JO. Pour la première fois, on franchit la barre des 5000 participants. Abebe Bikila devient le héros incontesté de ces Jeux. Il donne à l'Afrique noire sa première médaille d'or. Le soldat de la garde impériale éthiopienne remporte pieds nus le marathon qui se tient à la tombée de la nuit dans les vestiges de la Rome antique. Mais cette fois encore, la couverture médiatique est assez mince. Il n'y a toujours pas de satellite, les coûts de production sont très élevés et l'intérêt des amateurs est encore trop faible. Moi, je couvrais l'athlétisme aux Jeux olympiques. C'est une discipline où il y a beaucoup d'athlètes. Je faisais mes propres fiches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, c'était beaucoup de boulot, sauf que je ne regrette rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Je vais dans l'ordinateur. Ce qui me prenait 10 heures, 12 heures à faire, ça me prend 5 minutes maintenant. Il faudra attendre 1968 pour la performance qui fera vibrer le pays.
Celle qui sera plus tard élue athlète canadienne du XXe siècle remporte la médaille d'or au slalom géant de Grenoble. On connaissait pas ça, des grands champions de sport au Canada, autant hommes que femmes. Alors le fait qu'en plus qu'elle soit une femme, qu'elle ait dominé la Coupe du monde, qu'elle ait gagné donc en 68 à Grenoble 2 médailles, une d'or et une d'argent, qu'elle ait eu en plus un impact très important, elle a fait beaucoup de publicité et c'était vraiment une pionnière. Et pour moi, de pouvoir rencontrer cette femme-là qui avait ouvert la porte à bien d'autres, je trouvais ça fascinant. Nancy Greene a été l'inspiration de toute une génération. Elle a représenté la victoire et la gloire. Nancy Greene devance ses adversaires de près de 3 secondes. Ça a été un très grand exploit, parce qu'il faut dire que le ski alpin, c'était la discipline maîtresse des Jeux d'hiver à l'époque. Et quand j'ai gagné, c'est parfait. Munich, Allemagne, le 5 septembre. Au-delà des exploits sportifs, les Jeux olympiques sont parfois le théâtre d'autres moments inoubliables, mais sans aucun rapport avec l'esprit de fraternité qui a poussé Pierre de Coubertin à relancer les JO en 1896. Munich, c'est ce que j'ai vécu de pire. Et je l'ai vécu de très près en plus. Le massacre du 5 septembre, le septembre noir, alors qu'il y a eu 16 ou 17 morts finalement au total, et que 12 athlètes et entraîneurs de l'équipe israélienne ont été tués. Ça a été... Moi j'ai cru à ce moment-là que c'était la fin des Jeux olympiques. Je me suis dit, ça n'a plus de sens. Toutes les rivalités politiques finiront par se dissiper. En 1980. Le sport et les Olympiques en particulier ont cette capacité à exercer la même fascination sur tous les continents. – 13h30 de l'après-midi à Séoul. Et le départ est bon. La rencontre sur 100 mètres de Ben Johnson et de Carl Lewis. On se souvient que Ben Johnson avait fait vibrer tout le pays en remportant la médaille d'or et en établissant un record en plus. Et le lendemain, c'était la déchéance totale. Ben Johnson est disqualifié pour dopage. Séoul, les Jeux olympiques entachés par la tricherie. Depuis, il y a eu d'autres performances incontestables. Dans une finale qu'elle mène de bout en bout, les Canadiennes inscrivent la meilleure marque mondiale, devançant les représentantes des États-Unis et de l'équipe unifiée. Il y a eu des pays organisateurs critiqués. Les manifestants pro-Tibet sont là et tentent d'atteindre la flamme olympique. Mais qui ont laissé bouche bée lors des cérémonies. Il y a maintenant un tri à faire dans cette ère moderne des Jeux. Et s'il ne devait rester qu'une poignée de compétiteurs? Les 3 athlètes les plus importants pour moi, ça a été d'abord Nancy Greene. À l'époque, ça a été énorme ce qu'elle a réussi. Ensuite, Gaëtan Boucher et Steve Bauer. Depuis le temps que Montréal caressait le rêve olympique. Eh bien, Montréal fait donc maintenant partie officiellement de la famille des villes olympiques. C'est enfin son tour à l'été 1976. Le 17 juillet, il y a de l'électricité dans le stade. Et il y a de la fébrilité dans l'air. Il suffit de penser que l'on doit émerveiller 1 milliard de téléspectateurs. À titre de diffuseur hôte, Radio-Canada vise l'excellence. Pendant les 3 années qui ont précédé la tenue des Jeux à Montréal, une armée de 1500 ingénieurs, techniciens, réalisateurs, caméramans ont déployé des trésors d'imagination pour combler les 1300 heures d'antenne des radiodiffuseurs de toute la planète. C'est ainsi que l'organisation de radio et télédiffusion olympique, l'ORTO, a mis au point des technologies innovatrices et audacieuses. La meilleure chose, j'ai dit, ce serait de prendre une auto et puis la ôter la carrosserie, puis on l'a appelée l'autocaméra. L'autocaméra en est l'exemple parfait. Elle a permis la transmission complète des épreuves du marathon et de cyclisme sur route.
Ce qui est important, c'est d'avoir une possibilité d'emmener la caméra à côté du cycliste puis aller montrer tout le travail que le cycliste peut faire. L'autocaméra, c'était un des points qui était culminant dans notre installation. Les premiers essais lors d'une compétition de championnat du monde de cyclisme en 1974 s'avèrent concluants. Les athlètes bougent et la caméra, aussi sensible que discrète, parvient à les suivre. Autre première, Radio-Canada a été en mesure d'offrir aux diffuseurs des 5 continents chaque seconde de chaque discipline en direct. C'est sans compter les 225 heures de reportage. Pendant que la petite et gracieuse Nadia Comaneci éblouissait le monde avec ses performances irréprochables, 7 fois en 5 jours, elle atteint la perfection. Nombre de prouesses techniques radio-canadiennes spécialement réalisées pour les Jeux de Montréal ont fait école et inspirent encore aujourd'hui les pays hôtes des Jeux olympiques. Bienvenue à une autre émission de l'heure des quilles. La télévision a créé en quelque sorte les sportifs de salon et réinventé les gérants d'estrade. La lutte et les quilles atteignent des codes d'écoute qui feraient encore aujourd'hui bien des envieux. Attaquons maintenant le 10e sur l'allée 62. À la fin des années 50 et pendant 20 ans, le coloré Yvon Blais a fait les beaux dimanches après-midi des amateurs de quilles. Chuck Alguire, un excellent quilleur. Et c'est là-bas. Les frères Lavigne, les Chuck Alguire et Guy Bolduc deviennent des héros du petit écran. Attaquons maintenant le 10e sur l'allée 62. C'est la réserve. Nous répétons 6, 7, 8, 10. Tenté cette semaine par François Lavigne. Leurs prouesses leur valent, en plus de la gloire, des sommes plutôt rondelettes pour l'époque. Vous avez l'enveloppe, 175 $. On va lui remettre après. Le succès est instantané et fulgurant. La deuxième réserve réussie cette année. C'est mon programme favori. Il ne fait aucun doute que la télévision est responsable de l'essor des quilles ici dans la province de Québec. Quand je le regarde, j'aime bien pratiquer aussi. Dès la deuxième saison, 640 quilleurs tentent de se tailler une place pour l'émission maintenant enregistrée devant public. Bolduc a connu un corps ouvert au premier. Oh, voyons, les choses se corsent ici. Tout le monde se met aux quilles, devenu un sport familial, pour ne pas dire un loisir presque divin, mais surtout le rendez-vous hebdomadaire de 2,5 millions de téléspectateurs. La lutte déclenchait aussi les passions. Bonsoir amateurs de lutte, encore une fois nous vous parlons du Forum à Montréal, c'est la lutte ce soir. On déteste à mort Maurice Matt, Doc Vachon et Vladek Kowalski. Vachon tente de s'en sortir, il réussit, et repris toutefois. Mais on vénère Laurent Moquin et Jean Rougeau. Jean Rougeau dans son coin. Toujours le lutteur populaire. La vedette incontestée, élevée au rang de superstar. La victoire à Yvon Robert. Celle qui déplace les foules, c'est Yvon Robert. Les acclamés par ses partisans ce soir. Une autre étoile a le don de soulever la foule. Michel Normandin n'a pas son pareil pour décrire les hostilités. La savate par Rocca mais manqué. Et le coup d'arpin réussi. Un autre coup d'arpin par Rocca. Dans l'euphorie collective, inutile de suggérer que les combats puissent être arrangés. Les promoteurs entretiennent le mystère chaque semaine et plus d'1,5 million de téléspectateurs en redemandent. White shirt is Tarzan Zora, another wrestler who can't stand the excitement. Dans notre pays de neige, il peut sembler curieux que le premier sport d'équipe professionnelle présenté à la télévision ne fut pas le hockey. C'est le 25 juillet 1952 qu'a été diffusé le premier match de baseball à la télévision canadienne. Une unité mobile transmet avec succès les images captées par 3 caméras. Le match des Royaux de Montréal, en direct du stade de Lorimier, est décrit en anglais et en français. It's a three-base hit, c'est un triple. L'expérience est concluante. On sera prêt pour l'arrivée prochaine de la télévision nationale en septembre. C'est au printemps 69 que les amateurs de baseball renoueront avec une équipe professionnelle montréalaise. Le lancer, c'est une troisième prise et les Expos
emporte ce premier match au compte de 11-10. Les meilleurs commentateurs, descripteurs et analystes ont suivi les exploits de nos amours pendant 30 ans. Claude Raymond, ancien lanceur des Expos, s'est joint à l'équipe en 1984. Et puis j'espérais toujours que mon tour vienne, que je finisse ma carrière à la télévision. Bonjour Claude Raymond. Bonjour René. C'est presque devenu pour nous une tradition, hein? Et c'était parti pour 16 ans d'analyse, dont les 3 derniers avec René Potier. L'équipe, la balle est frappée, c'est un coup sûr. C'était une balle à la hauteur des épaules et Rose a bien attendu de la frapper au champ centre-gauche. J'ai appris, grâce à Claude Raymond, à bien, ce qu'on appelle dans le langage, à marquer le match. Et aujourd'hui, je pourrais ressortir mon cahier et vous décrire la rencontre. Une rencontre demeure à leurs yeux inoubliable. Les Expos affrontent les Yankees de New York. Il y en a une que je vais me rappeler toujours, c'est le match parfait de David Cone au Yankee Stadium contre Javier Vasquez. Moi, j'ai les mains droites, je lance même pas. Et là, la folle est debout. Premier lancé à Orlando Cabrera, prise! Mais vous êtes dans le match au point de participer à cette tension collective, à cette nervosité collective. Et vous voulez, comme n'importe quel autre joueur sur le terrain, surtout pas commettre une erreur ou quoi que ce soit. C'est un moment très, très, très exaltant. 1-1. La balle est soulevée. Captain Barbados! Un match parfait pour David Cone! Le football canadien a longtemps fait partie de la tradition sportive à notre antenne. Les amateurs ont pu voir évoluer leur équipe préférée pendant 35 ans, soit de 1953 à 1988. Bonjour, mesdames, messieurs. Pierre Dufault a été au cœur de l'action pendant les 16 dernières saisons. Tous les commentateurs aiment bien avoir des éléments que les autres ne possèdent pas. De rappeler un souvenir, par exemple, d'un match précédent il y a 20 ans, 30 ans. Selon lui, une bonne préparation est le gage d'une présentation rigoureuse. On préparait les statistiques et dans l'après-midi, on avait un meeting de production. Et finalement, on se rendait au stade. Si le match était, mettons, à 7h30, on se rendait pour 6h moins quart, 6h. Le temps de s'installer, de faire les tests habituels pour les caméras, les micros. C'était pas quelque chose qui devenait répétitif. Chaque match avait son attrait et c'était toujours emballant. Pierre Dufault était entouré de Camille Dubé à l'animation et secondé dans sa tâche par un analyste de premier plan, ex-joueur des Alouettes, Pierre Dumont. Et on s'entendait très, très bien. Alors moi, je décrivais ce qui se passait et dès que le jeu était terminé, Pierre automatiquement prenait la parole. Surveillez le numéro 44, Wayne Conrad, le joueur de centre, qui va éliminer. Parmi les nombreux souvenirs qui habitent encore le vétéran commentateur, la finale de la Coupe Grey de 1977 au Stade olympique restera gravée dans sa mémoire. Il était tombé une tempête de neige le vendredi. Samedi, le froid revient. Tout gèle. Ça, c'est la neige qu'on retrouve tout au long du terrain. Pour la petite histoire, précisons que les Alouettes avaient modifié les crampons de leurs souliers pour obtenir une meilleure adhérence au sol. C'était pas une patinoire, mais presque. Et les Alouettes avaient remporté la victoire facilement d'ailleurs. Encore là, c'est le tracé de George McGowan qui glisse en coupant vers l'intérieur. Les Alouettes de Montréal remportent la Coupe Grey. 41-6. Le soccer compte de plus en plus d'adeptes chez nous, tant sur le terrain qu'au petit écran. Le football, c'est le sport auquel le monde entier communie. Parce que partout dans le monde, on joue au soccer. Marie-Josée Turcotte a tenu la barre pendant les 3 saisons de l'Impact de Montréal à la télé. Ils ont rendez-vous avec l'histoire, le mot est pas trop gros. L'équipe qui a toujours voulu tout mettre en place pour donner un bon spectacle et surtout tenter de gagner. L'animatrice ne se lasse jamais des grandes victoires qui fabriquent les grands souvenirs. Et je vais me rappeler tout le temps ce championnat là, qui a été gagné en 2009. C'est terminé! L'Impact de Montréal est champion
Et là, c'était la frénésie dans le stade Saputo. Les gens avaient envahi le terrain, les joueurs, ça pleurait. Alors, c'était vraiment un moment magique. Au-delà du match des Canadiens, des Expos ou des Alouettes, l'univers des sports ouvre la porte à une variété de disciplines. À partir de 1961 et pendant 34 ans, l'émission fait la belle part aux sports moins fréquentés et présente de jeunes athlètes amateurs pleins de potentiel. En voici un qui n'a pas fini de nous surprendre. Et là, on est sur une compétition de ski alpin. Il y a un tout petit bonhomme qui descend, c'est un slalom. Et là, il se débrouille vraiment très bien. Moi, je dirais qu'il est doué. Il a une bonne technique, il a une bonne attaque. Ce petit garçon-là, on va le revoir un jour. C'était Alexandre Despatie. Et vraiment, on sentait déjà toute la volonté. Évidemment, il n'a pas fait du ski, il a fait du plongeon, mais il a développé son potentiel athlétique aussi bien qu'il l'avait donc tout jeune dans du ski alpin. Il l'a développé par la suite dans le plongeon. De la pente au tremplin, Alexandre Despatie possédait dès son jeune âge l'étoffe d'un champion. Il a à peine 13 ans quand il s'élance de la tour de 10 mètres pour se hisser au premier rang et remporter la médaille d'or. La nouvelle coqueluche nationale se met à collectionner les podiums. Triple champion du monde et médaillé olympique, le roi Alexandre triomphe devant ses partisans à Montréal en 2005. En 2008, à Pékin, sa médaille d'argent face à ses rivaux chinois vaut son pesant d'or. Les héros du samedi. À l'approche des Jeux olympiques de 1976, les héros du samedi s'invitent dans les gymnases et les salles d'entraînement des athlètes amateurs. L'émission nous fait découvrir les jeunes espoirs, les exigences de leur discipline, leur persévérance et leurs rêves de gloire. Petit à petit, on se forme à l'esprit olympique et on commence à retenir des noms. Celui de Sylvie Fréchette, par exemple, devient de plus en plus familier. C'est une très belle nageuse. Si vous la regardez nager, elle a énormément d'expression. Tous ceux qui... Les animateurs les plus chevronnés se sont succédés à la barre des héros du samedi, chacun avec la couleur qui lui appartient. Au plaisir d'assouvir une passion, s'ajoutait souvent celui de partager de grands moments d'émotion. qui vous accueille une autre émission des héros. L'aventure aura duré plus de 20 ans. Tous les week-ends, de jeunes sportifs prometteurs sortaient de l'ombre pour devenir, grâce à leurs exploits télévisés, les héros du samedi. Adrénaline, c'est une bonne dose d'énergie. Cette émission, à quoi elle va ressembler? Eh bien, on pourrait dire que dans sa formule, elle sera éclatée. Il sera question de sport, de loisirs, de plein air. En fait, tout ce qui va toucher l'activité physique. On est prêt. Bouger, s'activer, le magazine hebdomadaire explore les multiples facettes de l'activité physique et récréative. L'équipe se penche aussi sur des dossiers chauds et enquête sur des réalités plus reluisantes du monde sportif. Quand on parle d'haltérophilie, c'est souvent ce sport, malheureusement, associé au dopage. Ceux qui sont le plus souvent montrés du doigt, ce sont les Bulgares. Adrénaline brosse aussi le portrait d'athlètes d'hier et d'aujourd'hui, dévoile leur personnalité, leur caractère et leurs valeurs. La chronique plein air initie les amateurs aux rudiments de la pratique sportive et à ses techniques les plus récentes. Lune, toi aussi, là. J'ai hâte de voir, Alain, quelle technique tu nous réserves pour la pêche à la truite ici aujourd'hui, avec une température pareille. Toujours à la recherche de sensations fortes et à l'affût des nouveautés, le magazine réserve une place au sport moderne en plein développement. D'étranges oiseaux déploient leurs ailes colorées au-dessus du lac Saint-François. Ces spécimens ailés se regroupent par temps froid pour jouer avec les grands vents d'hiver. Tellement Sport, c'est l'émission branchée sur les athlètes amateurs canadiens. Depuis 2008, l'équipe les accompagne d'un bout à l'autre du pays, sur le site des compétitions, dans leurs moments libres ou en dehors de leur cadre habituel.
L'émission apporte aussi un support aux athlètes dans leur bataille pour garder leur financement, maintenir ou préserver leur place au sein de l'équipe nationale ou encore dans leurs efforts pour une pratique sportive sécuritaire sur la glace comme sur les pentes. Mais Tellement Sport a aussi son petit côté givré. Le style devient plus détendu, parfois loufoque. Nos prochains invités sont masqués parce que ce qu'ils ont fait, c'est totalement irresponsable. Le ton reste rafraîchissant et on sent que les athlètes prennent plaisir à se prêter aux pitreries de Marc Durand. Un petit brin de folie. Très joli costume porté par les jeunes filles. Le moment est plus solennel en présence du prince Philippe à l'ouverture des Jeux de l'Empire en 1954 à Vancouver. Le duc d'Édimbourg assiste aux 1000 miracles en même temps que les téléspectateurs d'un océan à l'autre et de réseaux étrangers. Le Britannique Roger Bannister réédite son exploit en franchissant la distance en deçà de 4 minutes. Mieux encore, il bat, dans un sprint final et à bout de force, le record mondial que son rival, John Landy, venait de lui ravir quelques semaines plus tôt. Une équipe composée de 140 techniciens et artisans assure la télédiffusion des épreuves. Une tradition s'installe et se répète à chaque invitation lancée par la reine Élisabeth II de réunir la jeunesse de son royaume autour des Jeux de l'Empire et du Commonwealth. Vous avez devant vous 4 figures un peu connues. Dois-je les présenter? Monsieur Garneau, Monsieur Lebrun, Monsieur Bailly. Nous sommes tous ici au Stade national de Kingston, en Jamaïque, où se déroulent les 8e Jeux des pays du Commonwealth. Toutes ces couvertures spéciales des grands rendez-vous sportifs servent de prélude à l'aventure olympique. Comment vous faites pour vous préparer aux Olympiques? Bien, vous allez aux Jeux panaméricains, vous allez aux Jeux du Commonwealth. Et c'est au tour de l'équipe du Canada à passer devant la loge royale. C'était pour nous l'école la meilleure que vous puissiez imaginer. Voici Jerry Morrow du Canada. C'est son dernier saut. Il s'agit toujours du décathlon. Le saut en longueur de Jerry Morrow dans l'épreuve numéro 2 du décathlon a été enregistré à 20 pieds, 10 pouces et 3 quarts. Suivi de la Canadienne Marilyn Carson et Elaine Tanner remportent la victoire. Médaille d'or pour le Canada. Si vous avez 2 onces d'humilité, vous en ressortez grandi. Et voilà la cérémonie de la remise des médailles avec Mademoiselle Elaine Tanner de Vancouver, âgée de 15 ans seulement, médaille d'or. Vous participez à votre façon à ce que j'appelle un geste d'amour du public envers une vedette sportive. Même les athlètes qui en sont à leurs premières armes ont droit à une couverture digne des grands événements. En 1979, les premiers Jeux de l'Acadie accueillaient 400 athlètes à Moncton, au Nouveau-Brunswick. De la cérémonie d'ouverture à la présentation des compétitions jusqu'au spectacle de fermeture, le service des sports déploie ses meilleurs effectifs sur le terrain. Mon record, c'était 4 vite 4 aux Jeux régionaux. Je ne m'attendais pas à sauter aussi loin que ça. Et voilà, la flamme est allumée aux acclamations, aux applaudissements de la foule. Et les ballons qui s'envolent dans le ciel de Sherbrooke. Les Dufault, Duval, Pagé parcourent les 4 coins de la province. Appuyés par des maîtres dans leurs disciplines respectives, ils restent à l'affût des exploits des moins de 18 ans aux Jeux du Québec. 93 pieds. Louis Fortin de Chicoutimi, il est le meneur. Victoire donc assurée maintenant. Montréal contre Tortilla. Je déclare les 32e Jeux du Québec d'hiver maintenant ouverts. Été comme hiver, les performances dignes de mention se retrouvent dans le résumé des épreuves. À l'image de son oncle Pierre, Christian Harvey s'affirme dans quelque sport que ce soit. Peu importe le niveau de compétition, les reportages sont développés, construits et livrés avec enthousiasme et avec professionnalisme. J'ai le plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce premier reportage des 3e Jeux d'été du Canada. Tous ces jeunes, parce que ce sont des jeunes, qui ne font pas encore partie d'équipe nationale, mais qui espèrent un jour, évidemment, représenter le pays aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains et aussi aux Jeux olympiques. La diffusion des Jeux d'hiver du Canada permet de nourrir les mêmes aspirations. Leur présentation reçoit les mêmes attentions. Je vois tous les athlètes autour dans l'enceinte des 6 cabines qui regardent le drapeau et en se disant peut-être que c'est nous qui l'aurons. Bob Reel, donc, de l'Ontario, qui a
négocié les deux manches en 40-63 et 40-81 pour un total de 1-21-44, ce qui lui vaudra la première place. C'est au sommet de la francophonie à Québec en 87 qu'a germé l'idée de jeux spéciaux favorisant le rapprochement et l'échange entre pays francophones. Les premières compétitions se tiennent 2 ans plus tard. Soyez les bienvenus dans le royaume du Maroc, terre de l'amitié. La formule, plutôt originale, accorde au Canada la participation de 3 délégations. Alors, tout au long des épreuves, nous allons parler du Canada-Nouveau-Brunswick, du Canada-Québec et du Canada. 3 délégations dans une. Les Jeux de la francophonie se distinguent aussi par la présentation de disciplines culturelles et sportives. Quand vous présentez un événement sportif, de toute façon, il faut être, comment dire, comme une véritable éponge, là. Décrire un événement sportif, c'est une façon d'y participer. Vous travaillez. Vous participez franchement à l'action. Au Maroc, les athlètes s'affrontent dans 4 disciplines: le judo, le soccer, le basketball et l'athlétisme. Tout près de la ligne d'arrivée, maintenant c'est fait. Médaille d'or, Guillaume Leblanc, Canada. Par leurs exploits, de grands athlètes ont donné aux jeunes le goût du dépassement. Par leur art, les commentateurs sportifs leur ont donné leur pleine saveur. Le geste sportif, pour moi, est aussi grand que n'importe quel tableau, que n'importe quel concert, que n'importe quelle performance au théâtre. Pour la télévision, le sport offre un spectacle inspirant, riche en émotions. Elle fait du téléspectateur le témoin privilégié des événements majeurs au pays. Eh bien, c'est la finale de l'Omnium de golf canadien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est René Le Cavalier qui vous parle. Cette vue en plongée, captée par l'une des 16 caméras, réparties sur les 6 derniers trous du parcours, permet de voir de plus près la jeune sensation de l'heure. Nichols, qui à 22 ans a gagné l'Omnium des États-Unis et qui, avant le début du tournoi, ici à Laval, qui était le favori pour remporter la victoire. En 1962, Jack Nicklaus a 22 ans. Déjà, il attire les foules. On sent en lui la fibre de légende vivante du golf professionnel. Le disque est repris par Serge Savard. 10 ans plus tard, tout le Canada se met en pause le temps de la série du siècle. Les Russes se plaisent à dire qu'ils viennent ici pour apprendre. Les 4 derniers matchs nous parviennent en direct de Moscou via satellite. Le NEC plus ultra à l'époque. Mais lors de la partie ultime du 28 septembre 1972, l'enjeu dépasse la technologie. Il n'est plus question ici que de l'honneur d'un peuple tout entier. Et il a fait une chute, et devant le but! Et le but de Henderson! Le but in extremis de Paul Anderson prive Richard Garneau de sa verve habituelle. On est à court de mots à certains moments, René. La série du siècle, en 1972, la série qui opposait pour la première fois une équipe canadienne à l'Union soviétique à l'époque. Ça a eu un impact absolument extraordinaire. Vous avez des codes d'écoute qui au-dessus de 3 millions, ce qui était énorme pour Radio-Canada. La course automobile et la télé font aussi bon ménage. Pour rendre justice à l'effervescence de la course, on déploie jusqu'à 85 techniciens pour la transmission de chacun des Grands Prix du Canada. Plus d'une vingtaine de caméras saisissent sur le vif les bolides à plein gaz. Une cinquantaine de micros traduisent la puissance des moteurs. Ajoutez à cela une vedette nationale qui s'illustre sur le grand circuit et le tableau est parfait. Gilles Villeneuve a procuré aux amateurs des émotions en montagne russe. L'euphorie de la victoire en 1978 sur le circuit qui portera son nom à la suite d'un tragique accident en Belgique en 82. Le bolide qui fonçait à plus de 260 km à l'heure est littéralement projeté en l'air. La Ferrari se scinde en deux, en plusieurs morceaux. Et Villeneuve est aussitôt éjecté avec une violence inouïe. Parmi les sports les plus télégéniques, le patinage artistique, dans son expression la plus raffinée, offre des performances hautement athlétiques et prodigieusement flamboyantes. Alain, ce soir, c'est un grand soir, c'est la finale masculine. Bien, il est évident que tout le monde attend ça. On espère tous un titre de champion du monde pour Brian Orser. Et le deuxième triple axel vient d'être réussi. La tension dramatique est à son comble. À la difficulté d'exécution,
L'obligation de perfection ou presque, les attentes du public, le désir de vaincre, se greffe l'incontournable appréciation des juges avant la récompense tant convoitée. 9, 5, 8, 9, 9, 9, 9 et 9 pour Brian Orser du Canada. Sérieuse option sur la médaille d'or. La couverture du tennis commande à elle seule pas moins d'une quinzaine de caméras. Pour les animateurs, commentateurs et journalistes, bien sûr. C'est sous un soleil de plomb, un soleil radieux, qu'on vous accueille pour cette grande finale. Et quelle finale entre les numéros 1 et 3e au monde, Ivan Lendl et Stefan Edberg. Et surtout pour l'action, sur le court central. Et voilà, la victoire va à Ivan Lendl sur un magnifique point. Le but est de multiplier les angles et de s'approcher le plus possible du jeu. Mais pour décupler les prises de vue, un œil presque divin descendu du ciel propose des plans aériens d'une souplesse extraordinaire. La caméra suspendue adopte toutes les positions imaginables, permettant autant d'apprécier le style et la technique du numéro 1 mondial que ses expressions les plus intimes. Jeu 7 matchs et championnat pour Novak Djokovic. Beau joueur, Djokovic fait une fleur à celle qui l'a si bien fait paraître. Oh, il le tire jusqu'à Cannes, il perd le ballon, le but! Oh là 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 là, trahi! Mais le rendez-vous sportif qui rallie la planète tout entière, c'est le mondial de soccer. Oh! Là, on laisse rouler jusqu'à Ronaldo qui lance et compte son deuxième but, il rejoint Pelé! C'est sûr que chez nous, c'est peut-être encore un petit peu moins connu, reconnu, mais tranquillement, ça le devient. C'est le sport depuis une quinzaine d'années qui est le plus pratiqué. Mon Dieu, brésilien, il s'appelle aujourd'hui Ronaldo. Le ballon rond a permis une ouverture sur l'autre. On découvre que le monde, c'est notre monde. Et ce qui était fantastique, c'est qu'on a découvert, et les gens en même temps découvraient que, eh bien, à côté d'eux, leurs voisins, ou alors carrément une communauté, ils découvraient carrément des communautés. Le Brésil, champion du monde, champion de la Coupe du monde grâce à Ronaldo. La passion transpire lors des reportages en direct du stade et dans ceux transmis dans les secondes qui suivent un but, dans les bars et dans la rue. Il tient à bout de bras maintenant la Coupe du monde, la 5e Coupe du monde du Brésil. Vous vivez ça vraiment de l'intérieur, vous, le football? Oui, c'est incroyable. Comment on voit ça, on vit ça. Vraiment, c'est l'émotion. On a envahi la rue ici, on a déserté les bars environnants. On avait déjà déserté un peu le Bayou Brésil. Il y avait tellement de monde tantôt que le plancher menaçait de céder. Et comme vous voyez, je suis en compagnie de Xavier qui m'a semblé partir de ma légendaire objectivité, drapé, n'est-ce pas, du drapeau brésilien. La Coupe du monde de soccer se démocratise de plus en plus, comme en témoigne le pari africain. C'est même ma plus belle expérience professionnelle en 20 ans de carrière, l'Afrique du Sud. La fièvre du foot contamine sans discrimination, aussi bien les partisans que les présidents. Il arborait un très, très large sourire et les gens l'ont accueilli très chaleureusement. Je vous en parle, j'ai encore des super frissons de voir des gens autour de moi, journalistes, pas journalistes, donc des spectateurs, pleurer quand finalement, lors de la finale, Nelson Mandela est venu saluer la foule. On le savait très, très malade. Réunir l'élite mondiale fait vibrer la planète, transcender les intérêts politiques, toucher le cœur des hommes de toutes conditions. Voilà la quintessence de l'idéal sportif. Et quand on vit des moments comme ceux-là, on se dit qu'on est sans doute la personne la plus privilégiée au monde de faire ce métier incroyable et fantastique. Ce qui me frappe dans tout ce qu'on vient de voir, c'est comment Radio-Canada Sport a toujours su nourrir le rêve. Elle a permis à des générations d'enfants de se prendre pour Maurice Richard, Nancy Green, Guy Lafleur, Bruni Surin ou encore Joanie Rochette. Elle a rassemblé les Canadiens derrière leur équipe, leurs athlètes, leurs dieux du stade, de la piste ou de l'aréna, autour de nombreux exploits. La semaine prochaine, nous poursuivons le rêve avec 75 ans de musique et de variété. Les grands concerts, vos stars, vos émissions chouchous. Vous comprendrez pourquoi Radio-Canada demeure jeune dans l'âme. Ici Marie-Josée Turcotte, bon 75e.